Salut les gars, il est temps de continuer cette vidéo sur l'approfondissement de l'OpenRC. Il faut juste que mon logiciel veuille bien démarrer. Donc aujourd'hui on va faire un peu de 3D. Je vais vous montrer comment je m'impose des limites et des contraintes, et comment je commence un projet en fait, parce que du coup je pense que c'est un peu, quand on fait de l'OpenRC, c'est un peu le truc le plus compliqué à mettre en route, à mettre en place, le départ. Donc voilà. Donc moi j'utilise Onshape, vous le savez, qui est gratuit pour les makers. La première chose que je fais, je vais dans Part Studio 1, qui est la pièce numéro 1, et je vais la renommer châssis. C'est sur cette pièce entre guillemets qu'on va faire le châssis, qu'on va faire toutes les pièces du châssis, donc le châssis inférieur, platine supérieure, pare-choc, ce genre de pièces là, c'est ici qu'on les fera. Assembly, c'est l'assemblage, hein. On va le renommer aussi assemblage parce qu'on est français. Je suis français, François le français, c'est moi, c'est François. Assemblage. Alors là, direct, je vais aller insérer donc ça, c'est un moteur. Personne qui a modélisé un cerveau de taille standard. On va se mettre tout ça dans le bon sens. Hop. On part sur un châssis standard. En empattement 257 voie 190. On part sur une traction à courroie. On met le moteur avant la poulie. On part sur des étriers, sur un châssis imprimé et sur des licots shorty. Ça me semble pas mal. Donc ça, c'est ce sur quoi on part. On va marquer que c'était du 2S, mais vous le savez maintenant, 1/10 2S. Donc là, je vais marquer châssis standard 1/10. Bon, ça semble évident, hein, 257 par 190. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Que les pneus vont être standards, ce pneu touring standard, que je vais peut-être pouvoir récupérer un différentiel de Sakura. C'est important, ça me permettra de ne pas l'imprimer. Le moteur avant la poulie, le but c'est d'avancer au max les masses, en restant sur un châssis avec moteur central avant, on va dire. Étrier, donc pas de suspension sur rotule. Châssis imprimé, donc pas châssis découpé. Et lipo shorty 2S. Pourquoi des shorties? Parce que on va avoir une répartition. Le but c'est que j'arrive à faire une répartition des masses très 50-50 entre la droite et la gauche. C'est-à-dire en gros je vais essayer de mettre le moteur, le variateur d'un côté, le cerveau et la lipo de l'autre. Pour pas que la lipo est trop en arrière, je suis obligé de mettre une lipo shorty. Voilà. On sera probablement obligé en réalité aussi de mettre un cerveau low profil, ou de le mettre à la verticale, mais ça me plaît moyen de mettre à la verticale, le but étant de faire un truc compétitif, hein, comme d'hab. Voilà. Je vais me rajouter des contraintes. On va partir sur des amortisseurs de Sakura. Je crois que c'est des 50 mm si je dis pas de bêtises. J'irai vérifier si j'arrive à cette étape-là. Donc voilà, là vous avez donc les prérogatives du châssis en question. Alors on fera pas tout, hein, c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'il faut faire avant, à peu près des trucs que vous devez vous dire avant de commencer, quoi. Hein. Je vais pas refaire un châssis, pas tout de suite. Sauf si vraiment je tombe amoureuse de ce que je fais, mais voilà, il y a peu de chance quand même.
Et ben go, je mets ça de côté. Vous voyez pas le deuxième écran, mais on est d'accord que vous en foutez du deuxième écran, vu qu'il y a OBS. Et d'ailleurs, vous me direz si la qualité d'image est meilleure. Donc, top, c'est le dessus. C'est sur ça qu'on va commencer. Donc, on va créer une esquisse de construction. Le but étant de... Le but étant de se fixer la taille du châssis de base. Partez du principe donc là, voilà, ça va me donner l'empattement maximum par la voie maximum. On va le faire de 40, enfin de 40 par 40, c'est bien. Donc 40 par 40, ça va nous faire en gros la largeur de la cellule. Ah, ça me plaît. Ah ouais, bah forcément que ça me plaît, c'est moi qui l'ai fait. Alors, est-ce que j'ai une hypo qui traîne? Là, je mets le récepteur. Bon voilà, vous avez vu que c'est plein de possibilités et de voilà, il faut que vous choisissiez vous ce que vous voulez faire. Si vous avez une imprimante comme la mienne en 225 par 225, évidemment votre châssis il va faire, ben là il fait 310 mm. Ça passe pas sur votre imprimante. Donc il faut que votre châssis soit coupé en deux. Vous avez plusieurs possibilités pour ça. Soit vous faites des queues d'aronde, soit vous faites... voilà. Moi, ce que j'ai noté, c'est que en réalité, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de très très complexe pour que ça fonctionne. Sur la V1, moi, ce que j'ai fait... Sur la V2, sur la V1, j'avais fait un truc à queue d'aronde, patin, coup fin, nanana, et puis en fin de compte, mon châssis était toujours tordu. Donc ça a rien changé en fin de compte. Il vaut mieux faire un truc simple qui va s'emboîter directement sans problème que de faire un truc compliqué qui va pas marcher. Il va y avoir des trous là. Il va y avoir des trous pour maintenir une partie à l'autre. Mais je peux pas faire des trous avec juste des vis et des boulons. Donc derrière, il y aura sûrement une partie du support de batterie et ou une partie du palier central. Donc là, forcément, part 1, elle déconne. Donc là, si j'arrive à bouger les deux sans les désélectionner les deux, je vais pouvoir les fixer les deux. Voilà. Bon là il me dit que je devrais pas fixer les deux en même temps parce que ça fait deux pièces fixées en même temps, mais pour le moment on va passer outre parce que j'ai besoin que ces deux pièces soient fixées ensemble. Voilà, là typiquement ça tombe en plein milieu de la lipo, du coup c'est nul. C'est nul. Du coup vous avez compris qu'à chaque fois que vous faites une modification dans une pièce, elle se répercute directement dans l'assemblage. Là vous voyez, ça me paraît pas trop mal. Si je me mets le palier central ici, ça on va le décaler un petit peu. C'est tout trop en avant tout ça. C'est tout trop en avant. Donc voilà. Si je me mets
mon palier central. Donc là, le palier central, le but, ça va être, je vais le dessiner, hein, c'est une des pièces que je vais dessiner pour vous montrer. Si mon palier central, je le mets ici, il pourra me servir à tenir le châssis et en même temps à tenir le moteur et éventuellement à tenir le cerveau pour l'autre partie en face. Il faut savoir mutualiser les pièces, il faut savoir aussi ne pas les mutualiser en permanence parce que du coup ça peut être à double tranchant quand vous avez une grosse pièce que vous avez mutualisée sur plusieurs utilités. Là typiquement renfort châssis, support moteur, support cerveau, support lipo, nanana. Au plus vous allez utiliser de fonctions à une pièce, au plus elle sera cruciale et si vous la cassez, vous perdez 15 fonctions d'un coup. Pas hésiter à faire plusieurs pièces différentes. Là, je vais quand même faire le support moteur et le renfort châssis en même temps. Mais partez du principe que si vous avez une pièce qui sert à plusieurs fonctions, si vous la cassez, vous perdez toutes ces fonctions d'un coup. Là, typiquement, si je m'écoutais, je pourrais faire un U qui part du cerveau, qui va à la batterie et qui revient au moteur, dans lequel je mets ma couronne. Le support châssis, je vais le modéliser le truc, vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Je vais créer un nouveau plan. C'est là que c'est important, le fait de pouvoir faire des plans différents, c'est que au-dessus du châssis, je vais faire la cellule. Normalement, je fais les cellules à part, mais là, elle va être quand même pas mal prise dans le châssis. Elle va être vraiment pièce intégrante du châssis, donc je vais essayer de l'intégrer. Enfin là c'est pas une cellule, c'est le palier central d'ailleurs. On a dit que on était sur une bonne grosse pièce massive comme on aime. Vous avez une fonction dans Shape qui vous permet de mesurer les distances entre là et là. Par exemple, j'ai 30 mm au milieu. Bien sûr, fait chier comme toujours. C'est lequel qui fait chier? Ça doit être lui. Hop, on va le faire de 70 dans un premier temps. On va se faire... Donc, je vous rappelle, hein, les roulements, c'est des 5-10-4. Donc, ça veut dire que... Il faut que vous prévoyez que votre roulement va faire 4 mm d'épaisseur. Donc, je vais laisser 2 mm de marge. Parce qu'il va y avoir un roulement là, hein, c'est la cellule centrale, donc enfin, c'est le palier central. Hop, hop. 3 mm. Donc le moteur ils font 36 si je dis pas de bêtises. Donc on va s'élever de 36 puisqu'on sait que le moteur il va devoir rentrer par là. La couronne, elle va être par là, un peu en hauteur, je pense. Hop. On va se mettre ça à 25. Hop, on va retirer. Je vais modéliser la couronne et le pignon. Donc là, on fait retirer. Et ensuite, on retourne dans l'assemblage. Et on fait un pivot glissant entre ça et ça. Hop, et ça nous donne l'emplacement du moteur. Emplacement que je vais pouvoir redescendre un peu, hein, parce que là le moteur il est 2 km trop haut. On va faire hop, un pignon module 48.
Et on va faire ça de 32. Voilà. En 48 et 2 sur celui-là. Il a un trou 3,17 au milieu et lui pour le moment on va lui faire un trou de 5. Et là, on va s'insérer tout ça. Donc, lui, et lui, et lui. Pas du tout. Mais c'est pas cylindrique que je voulais mettre. C'était pile. Ok. Et la couronne va venir ici à peu près. Et là, il y aura il y aura la poulie. Je pourrais même la décaler un peu. Évidemment. Donc là, on a un bout de transmission, une partie centrale, toutes les pièces dont vous auriez besoin normalement si vous commenciez un châssis. On va faire un petit bout de triangle, parce que le petit bout de triangle, il va permettre de vous montrer comment j'imprime certaines de mes pièces. Donc là, votre suspension, le but, ça va être de créer le côté droit et le côté gauche. Je ne me suis pas imposé d'avoir des éléments symétriques droite-gauche, avant-arrière, mais ils devront de toute manière être symétriques au moins droite-gauche, quoi. Sauf si vraiment vous voulez faire un truc un peu what the fuck, mais ça c'est vous qui voyez. On va partir sur un bon gros triangle, un bon gros rectangle, pardon. Toujours pour me donner juste une base, hein, encore une fois. Là par exemple le 255 divisé par 2 c'est censé être la longueur du châssis, enfin l'empattement du châssis, mais à l'avant je vais faire un décalage dans le triangle et donc du coup le 255 ce sera pas juste. Donc ça me paraît un peu grand, hein. Sur ce 45 en général 45 c'est une bonne valeur. Et en largeur on va partir sur du 35. Là c'est le passage pour l'étrier, hein, du coup on va le faire de 22 6 et 6. Donc cette largeur de 6 là c'est la largeur qui tient l'étrier au milieu du triangle. Pour l'épaisseur du triangle 6, je trouve ça pas déconnant. Et c'est facile parce que hop, ça vous fait des arrondis de 3. J'ai dit 3. Pour les trous. Donc ça, ces trous-là, c'est des trous qui sont censés être extrêmement précis, entre guillemets. Le extrêmement est très surfait, mais
quoi qu'il en soit, il faut que ces trous soient précis, tout simplement. Donc, je l'ai fait de 3,2, donc c'est un axe de 3 hein, qui va dedans, vous avez compris, ou une vis dans ce cas, dans le cas de l'étrier. Mais de toute manière, vous allez être obligé de mettre un petit coup de perceuse dedans. Je pense qu'on va couper ici. C'est là qu'on voit que l'OpenRC, c'est pas comme un modèle réduit standard. Hop. Donc là, je fais mes triangles en deux parties. Pourquoi? Ben parce que c'est plus solide. C'est con, hein, mais c'est plus solide. Parce que là, je vais être du coup obligé de mettre une vis au milieu. Donc, hop. S'il veut bien, hein. Parce que des fois, il veut pas faire de dessin. Le logiciel de dessin. Hop, hop. On va partir sur du 2,8. Parce que je veux que ça se visse dans le plastique directement. Le trou de l'amortisseur. Alors là, il faudra faire attention parce qu'il va déboucher dans l'étrier, hein, donc il faudra faire attention à la longueur de la vis. Alors, je vais pas le modéliser, mais d'expérience, je peux vous dire que votre amortisseur qui sera ici, il va partir comme ça. Il va venir buter contre le bras de suspension. Donc là, de base, vous pouvez déjà prévoir alors tout ce qui est petit arrondi, tout ça, là, il n'y a aucune obligation de les mettre. C'est juste que c'est plus joli sur l'impression 3D, sur le modèle 3D quoi. Pour faire bien, il faudrait rajouter une deuxième barre parce que s'il n'y a qu'une seule barre, enfin qu'une seule vis de renfort, ça va pas être foufou. Il faudra en rajouter une deuxième normalement ou une petite barre de fer. Un joli triangle. On va aller dans l'assemblage. Donc une fois que vous avez un côté qui vous convient, vous le prenez, vous le dupliquez, plan de symétrie, hop, voilà. Pas beau tout ça. Ici c'est beau. Ici c'est beau. Hop. Voilà, bon je pense que vous avez compris. Normalement là il y a des barres. Peut-être je continuerai un petit peu au moins sur la 3D plus tard sur d'autres vidéos que je ferai en bonus sur la chaîne. Pour le moment, le but c'était vraiment de vous montrer les bases, comment on débute. Pour l'organisation, ce que je vais faire moi en général, c'est que je vais me créer un autre atelier de pièces que je vais appeler pièces standard par exemple. Il va y avoir, je ne sais pas, bref, il va y avoir les pièces que j'achète à l'extérieur, quoi, que j'achète sur AliExpress par exemple. Donc là je vais mettre quand même mes colonnettes de 25, hop, je vais en mettre une là et une là.
On sait que les billettes elles font 25 de haut, donc on part du bas, on se met 25. En haut, on va mettre 6 et on va tout retirer. Donc quand je fais un trou débouchant, je le fais un peu plus grand que ce qu'il faut. Je vais en faire aussi là. Mais là, ils seront peut-être pas débouchants. On va les faire de 4,2. 4,2, c'est la taille standard des inserts laitons. Donc là, je vais m'atteler à alléger un peu le truc central, là, le palier central, parce que je me trouve un peu mastoc. Je vais faire un support de roulement. Je pense que le truc pas déconnant là, ce serait d'avoir un truc comme ça ici, qui servirait de support à la batterie et en même temps de renfort châssis. Et je pourrais mettre des barres de 20 pour tenir les cales de triangle. Mais comme là il faut vraiment que j'arrête de modéliser, sinon je fais un fichier complet, moi je fais un truc complet. Je suis parti pour là, mais vous allez démarrer Cura. S'il veut bien. 2000 years later. Donc, on le règle sur nylon. Alors, dans l'ensemble, il faut que vous ayez fait des tests, genre au moins des tests de calibration, des trucs comme ça, pour savoir si votre imprimante elle est capable d'imprimer du nylon. Normalement, oui. Donc, moi, j'ai déjà mon profil et on va importer le triangle gauche. Exporter. Donc, vous faites attention quand vous exportez vers Cura ou vers un autre slicer, vous exportez bien en STL. Hein. Hop. Dans l'ensemble, moi je vais vous déconseiller d'imprimer trop de pièces en même temps parce que du coup l'imprimante se balade de droite à gauche et si vous foirez une impression, vous foirez plus de pièces que si vous en avez foiré que deux. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est plutôt d'imprimer pièce par pièce. Un triangle, une cellule, un châssis, enfin une partie du châssis, ce genre de choses-là. Pourquoi je vous montre les triangles dans un premier temps? Parce que c'est pour moi l'exemple typique de ce que je voulais vous montrer en termes de rapport entre la solidité et la façon dont vous imprimez. Si vous prenez comme base le plat du triangle, ou si vous prenez comme base la tranche du triangle, vous allez avoir deux façons d'imprimer différentes. Je vais vous montrer ça, vous allez comprendre. J'espère. Donc, moi, de base, ce que je vais vous conseiller, c'est d'imprimer comme ça.
Donc ça, c'est la première couche. En rouge, c'est les supports. Enfin, c'est les supports en gros. Tout ce qui est support, tout ce qui maintient la pièce sur le plateau. Donc, quand vous allez commencer à imprimer, votre buse, en fait, elle est précise en X et Y. En gros, on va dire ça. Elle est plus précise en X et Y qu'en Z. Donc là, elle fait sa première couche. Donc là, comme vous voyez, elle imprime les ronds dans le sens de la buse. Ok, c'est le sens où la buse sera la plus précise. Ça ne veut pas dire que votre trou de 3,2 fera 3,2, mais il aura l'avantage d'être parfaitement rond par contre. Donc c'est dans ce sens-là que vous allez avoir le plus de précision dimensionnelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous allez augmenter votre nombre de couches, là, en bas, vous voyez qu'elle fait tout le temps la même chose. Elle fait tout le temps la même chose. Il y a une espèce de cohérence dans la façon d'imprimer la pièce. C'est ce qui va vous permettre de gagner en solidité. Déjà parce que la fibre de l'impression est dans le sens de la contrainte de la voiture. Ok ? Donc là, vous allez, en fait, quand vous aurez imprimé votre pièce, la force va venir du bas de la pièce, là, quand vous allez rouler. Donc ça veut dire que la fibre de l'impression est dans le sens où elle est la plus souple. Et ça dans deux dimensions, dans X et dans Y, ce qui est très important. Alors que là, dans cette position, dans la position haute là que vous allez avoir, ici, dans la pièce en haut, quand vous allez imprimer votre pièce, elle va imprimer une pièce qui est en contrainte sur l'axe des Z, l'une des contraintes étant la suspension tout simplement, hein, qui va arriver vers le bas. Et vous voyez que dans le sens de la marche, on n'est plus dans le sens de la fibre d'impression. Autre particularité, alors là c'est typique des triangles de suspension et des pièces un peu fines, au niveau de l'axe de suspension, de l'axe de rotation de votre triangle, vous allez vous retrouver avec 3 couches d'impression. Donc autant vous dire que là, cette partie-là, elle n'est pas solide du tout. Sachant qu'elle est dans le mauvais sens d'impression aussi. Ça va littéralement péter comme du verre. Voilà. Cette réflexion a été longue et douloureuse pour moi, elle m'a coûté un nombre de triangles incalculable. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi j'imprime mes triangles comme ça ? Et bien parce que tout le monde imprime ses triangles comme ça. Et en fin de compte, la meilleure façon d'imprimer, c'est comme ça. C'est comme la pièce du bas. Parce que ça vous permet d'être dans le sens de la contrainte. La fibre de l'impression, c'est pas de la fibre, hein, mais c'est, vous avez compris, le fil de l'impression, il est dans le sens de la contrainte de la pièce. Autre particularité à savoir, donc, parce que du coup vous avez compris que cette pièce là je peux pas l'imprimer comme ça, je ne vais pas l'imprimer comme ça, mais je pourrais du coup l'imprimer comme ça, ce qui est très très fonctionnel, mais comme vous le voyez, l'imprimante va me créer un support ici qui est énorme. Voilà, donc ça, bon, c'est moins grave, c'est juste que ça vous fait gaspiller de la matière. Voilà, vous imprimez dans l'autre sens et vous consommez beaucoup moins de matière. Bon, ça c'est juste de la logique. Quand vous allez mettre votre pièce sur le plateau, vous allez le voir direct. Donc il y aura un petit support là, mais rien de grave. Et enfin, pour parfaire l'impression 3D de ces triangles, on va les rapprocher. Et ben le but, ça va être de relier les deux supports. Comme ça, vous avez un support au sol, enfin sur le plateau, qui est plus solide que si il y en avait un de chaque côté. Ça, c'est pour les positionnements de la pièce sur le plateau. Et si vous êtes sûr de votre imprimante 3D, vous pouvez en mettre 4, hein, des pièces, c'est pas gênant, 4 ou 6, c'est vraiment pas gênant, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste que
si vous foirez l'impression, vous savez, moi quand j'imprime mes pièces, je fais mes demi-trains complets. Hein, j'ai pas de problème avec ça. Je suis sûr de mon imprimante. Quand elle rentre en défaut, c'est qu'elle a vraiment un problème, quoi. Voilà. Et là, dans ce cas-là, changement de bus, changement de PTFE ou changement de bobine ou changement de quoi que ce soit ou de moteur même. Donc si vous êtes aussi sûr de vous avec votre imprimante que je le suis moi, vous pouvez imprimer plusieurs pièces. Si vous n'en êtes pas sûr, vous voyez un triangle avant, c'est 3h20, vous comptez 3h30, voire 4h, et vous imprimez pièce par pièce, quoi. Voilà, vous ne cassez pas la tête, c'est pareil, hein, il n'y aura pas de différence, à part peut-être la consommation électrique, mais j'ai pas fait de test, donc je sais pas. La hauteur de couche, bon, on n'y touche pas. Dans l'ensemble, on ne va pas être trop y toucher. Vous pouvez reprendre mes réglages là. La hauteur de couche, c'est la hauteur de couche la plus fine que vous pouvez avoir, hein, 0,1. Ça vous permet d'avoir une bonne accroche intercouche et en même temps une jolie finition. Voilà. C'est quand même important d'avoir une jolie finition. Donc voilà. La hauteur de couche initiale, par contre, sur votre imprimante, c'est important de la doubler. Parce que sinon, le nylon, si vous mettez 0,1 en première couche, votre extrudeur va claquer. Les parois, bon, le nombre de parois, en gros, je vais vous expliquer aussi un peu l'impression 3D en général. Le nombre de parois, c'est ce qui va définir la solidité de votre pièce. Avec du nylon ou du nylon carbone, au plus vous allez baisser cette valeur, au plus la pièce sera souple, évidemment. Voilà. Donc, moi, je mets 4. Dans l'ensemble, je mets 4. que ce soit du PLA, du nylon, du PETG, je mets 4. J'aime bien mettre 4. Je trouve que c'est une bonne valeur moyenne et médiane qui fonctionne à peu près de partout. Donc 4, voilà. Donc ça, c'est pour les parois sur le côté. Pour le haut et le bas, 4 aussi. Voilà, toujours pour les mêmes raisons. Normalement, c'est 4 et 4. Le deuxième point où vous allez pouvoir jouer sur la dureté ou la souplesse de votre pièce, c'est sur le remplissage. 20%, c'est une valeur moyenne. Pareil, ça fonctionne partout, que ce soit sur du PLA, du nylon carbone, du PETG carbone, de l'ABS. Vous mettez 20%, vous êtes sûr que vous êtes tranquille. Si vous voulez durcir un peu votre pièce, alors on va se remettre au milieu. Vous voyez, le remplissage là, c'est le jaune. Si je mets 60%, déjà ça a augmenté un petit peu la taille, le temps d'impression, et vous voyez c'est plus entrelacé à l'intérieur. Je vais remettre à 20 parce que 20 c'est bien. Voilà. Donc on continue notre petit tour des réglages. La température d'impression, donc pour imprimer du nylon carbone, il vous faut une imprimante qui monte à 300 degrés, c'est le minimum. Enfin, vous pouvez imprimer du nylon carbone à 260 degrés, mais la plupart des nylons vont s'imprimer aux alentours de 260 à 280. Donc effectivement, si vous avez un nylon qui s'imprime entre 240 et 260, il y en a, vous allez devoir vous mettre à 260 et mettre votre machine au taquet. Si vous dépassez un petit peu sa limite, il sera plus fluide et il collera d'autant plus, donc il sera en réalité plus solide. Le mien, en ce moment, c'est un 240-260, je l'imprime à 270. Alors, faites attention aux PTFE que vous avez dessus, parce que les PTFE, ils sont donnés pour 280 degrés. En temps normal, ça pose pas de problème, mais il peut ne pas aimer. Voilà, si c'est un PTFE un peu entrée de gamme, il peut ne pas aimer. Donc il y a Capricorn qui fait des PTFE qui montent à 300 degrés et Creality qui fait des PTFE qui montent à 300 degrés. Température du plateau, 90 degrés. Bon, mais là c'est pareil, hein, 90 degrés, c'est à peu près ce que vous allez mettre de partout, sauf pour le PLA. Le PLA, on est entre 0, enfin température ambiante, et 60 degrés. Mettez 60 degrés pour le PLA, au moins vous êtes tranquille, vous savez qu'il n'y aura pas de warping. Le débit, c'est 100%. C'est 100% à condition que votre imprimante soit bien réglée en termes d'extrudeur. Vous pouvez utiliser ChatGPT aussi. ChatGPT vous fera le calcul
le calcul de la valeur que vous devez mettre dans votre imprimante pour optimiser. Et ça marche très très bien parce que je lui ai fait faire les calculs pour la mienne et elle m'a sorti les valeurs, ChatGPT m'a sorti les valeurs presque parfaites, on va dire. J'ai fait des cubes de calibration de 20 mm où la valeur XY était à 19,98 quoi. Voilà. Ça, on est ok que c'est ok, hein. Voilà, on est ok que c'est ok. Donc merci ChatGPT pour au moins savoir compter mieux que moi. La vitesse d'impression, le nylon c'est 25 ou 25. N'essayez pas d'imprimer à plus de 25. Voilà. La rétraction 6 mm, vitesse de rétraction 45 mm. Ça c'est les réglages de base du logiciel. J'y ai pas touché. Activer le refroidissement de l'impression, bah surtout pas. Qu'il n'aime pas être refroidi trop vite. Vous pouvez l'utiliser sans caisson. Ok, le nylon, ça s'imprime sans caisson, sans problème. Non, il faut juste pas le mettre en plein courant d'air en plein mois de décembre. Voilà, ça, là, tout ça, ça n'aime pas. Si l'imprimante, elle est dans votre garage, dans un coin de la pièce, ou comme moi, dans le salon, dans un coin de la pièce, voilà, aucun problème à imprimer du nylon sans capuchon autour de l'imprimante. J'ai oublié comment ça s'appelle, son truc autour de l'imprimante. Bon, si vous en avez un, bah utilisez-le quand même. Hein, donc générer des supports, bah oui, hein, structure normale, parce qu'on n'est pas des bestioles. Adhérence du plateau. Pareil, c'est un paramètre ultra important quand vous imprimez du nylon. Et donc ça va être bordure et 20 lignes minimum. Voilà, partez pas en dessous de moins de 20 lignes, sinon ça se décolle. Vous pouvez utiliser bordure intelligente, parce que bordure intelligente, il va aller imprimer, si je dis pas de bêtises, les pourtours en premier, voilà. Et il va venir imprimer... attendez, je vais être bien sûr. Voilà, vous voyez là, il a imprimé la bordure, la dernière ligne de la bordure extérieure. Ben, il l'a pas imprimé en dernier, il l'a imprimé en avant-dernier. Et il va finir par l'avant-dernière. Il va finir par l'avant-dernière pour que ce soit en fin de compte plus facile à ébavurer. Une fois que vous avez fait ça, du coup vous enregistrez sur votre clé, sur votre micro SD et vous foutez ça dans votre imprimante que vous aurez fait préchauffer. 2 heures de vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voyez une différence dans l'image. J'utilise OBS, j'ai changé de micro aussi. La meuf est riche, je dis rien du tout puisque c'est... Parce que OBS c'est gratuit, le micro que j'ai, je l'ai depuis 10 ans au moins, donc je suis riche de rien du tout. Bon bah des gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo sur... Soit je continue ça parce que peut-être je me serais laissé prendre au jeu, soit on parlera d'autre chose. Donc on me verra, voilà. Des bisous et à bientôt.